Coucou mon pompon. Voici venu le temps de notre tout dernier épisode. Quoi, Captain Sophro, c'est la fin du podcast? Mais tu as hurlé de désespoir en arrachant frénétiquement les poils de ton pompon inénarrablement fluffy. Calme-toi, mon lapin. Ben non, mais moi j'étais en train de manger bien tranquillement mon petit goûter en fait. Oh ben oui, si on peut plus mettre un peu de drama dans les annonces, alors vraiment... voici l'épisode qui conclut tout. Quoi, Captain Sophro, c'est la fin du podcast? Ah ouais, donc t'avais rien écouté, quoi. Non, mon pompon, c'est juste la fin de notre mini-série sur les exercices numérotés de 1 à 5 sur les parties du corps. La semaine prochaine, on repartira vers le monde merveilleux des exercices de sophronisation et des visualisations parce que ça fait sacrément longtemps. Mais... Un peu, ouais. Mais pour l'heure, penchons-nous sur l'exercice du jour, le numéro 5 de tout le corps. Et j'ai choisi pour l'incarner un personnage issu de Dragon Ball, Boo. Mais... Dis donc, Kachi, il est pas un peu en boucle le pompon aujourd'hui? Et je crois bien qu'il nous fait une petite montée de sucre celui-là. Il faut dire qu'on n'a pas lésiné sur le goûter, hein, pompon? Eh ben, ça vous fait un point commun avec le zozo du jour, puisque le gars, en tout cas dans la forme qui nous intéressera aujourd'hui, est gourmand au point de transformer certains de ses ennemis en sucreries pour n'en faire qu'une bouchée. Mais ça fait très peur. Ah bah, au moins, ça t'aura remis un peu les claquettes sur terre. Alors, j'ai dit dans la forme qui nous intéresse, parce que la particularité de Boo, ce sont ses multiples mutations. Bon, tu vas me dire, dans l'univers Dragon Ball, c'est un peu la base. Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Divin, etc. Sans compter les fusions, rien de bien exceptionnel en somme. De toute façon, globalement, je te propose de laisser de côté ton esprit cartésien et d'accepter les choses telles qu'elles se présentent pour cet épisode, parce que sinon tu vas te faire mal au cerveau. Or donc... Dans la version française que j'ai connue plus jeune, on appelait ce personnage Boubou. Horriblement mignon, n'est-ce pas? Et pourtant, il s'agit d'un des antagonistes les plus importants, pour ne pas dire le boss de fin de Dragon Ball Z. Revenu par la suite à Boo, on lui connaît différents noms selon son évolution. Nous ne nous intéresserons quasiment qu'à Majin Buu Zen, le bon Boo. Tu le tiens, le bon Boo? Excellent ça. Mujakina Majin Buu, l'innocent, dit Gros Boo ou Fat Boo, hors de question que je l'appelle comme ça, ou Mr. Boo, une fois son souvenir effacé de l'humanité. C'est sous cette forme ronde qu'on le rencontre pour la première fois. Mais ce n'est pas sa forme originelle. Celle du Majin Buu Junsui, pure, et petite, féroce et animale, à peine dotée de paroles. Je reviendrai sur ce qui a transformé le personnage, mais je n'accorderai pas ou presque pas de temps à son dédoublement en Majin Buu Junsui AQ, purement mauvais, puis sa refonte en AQ, mauvais, ni sur la réincarnation du Buu originel, le pur, Junsui, tu suis, en Oob, Buu, Oob. Ne t'avais-je pas prévenu rapport à la migraine? Pour ma santé mentale et la tienne, d'ici plus Pompex, je me concentre donc que sur le premier Majin apparu à nos yeux, le bourron puis bon, je les nommerai Boubou, et puis c'est tout. Tu vois une bulle de Malabar avec des yeux et un petit pantalon d'Aladin? Tu vois Boubou, c'est mignon, hein? Écoute-moi bien, mon pompon. C'est un des méchants les plus efficaces en termes de glaçage de sang. Franchement, son introduction dans la série, j'ai pas lu les mangas, laissez-moi. C'était un délire. Déjà, il y a comme un effet d'attente autour de son apparition. C'est l'arme absolue de Babidi. On a des bribes de légende, mais on l'attend depuis longtemps.
Ça, c'est un moyen vieux comme le monde pour faire monter la tension. Plus on te parle du perso avant de le voir, plus ton esprit va combler les trous, les manques avec ses propres peurs. Plus tu vas construire ta propre terreur. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut se confronter à ses peurs pour se rendre compte qu'elles sont surmontables. Je te renvoie à l'épisode sur Batman et la gestion de sa phobie. Ensuite, ça joue sur une corde bien connue aussi, mais qui marche à fond les pompons sur moi, l'antithèse entre l'apparence et la personnalité. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est les gosses dans les films d'horreur, tu vois, genre les jumelles de Shining. Ça te met direct le petit frisson le long de la colonne, là, on adore. Ça crée une sorte de malaise parce que le cerveau, il aime ranger les trucs là où il sait que ça va. Du coup, si tu lui montres Rondoudou, mais qu'en fait, il s'avère que c'est Cthulhu, il y a comme un bug. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment très malin de nous proposer ce design de perso à ce moment-là de l'histoire. Dans Dragon Ball, on a tout type de créatures, des petits, des grands, des verts, des avec une queue de singe, bon. Mais ce qu'ils ont tous en commun, même les gros losers comme Monsieur Satan sur qui nous reviendrons tout à l'heure, tu t'en doutes, c'est qu'ils sont stock, même les gosses. C'est genre de Mountain qu'a bouffé The Rock. Lol, tu as compris le jeu de mots catchy, toi qui aimes le catch. Bon, ça suffit, ça me dégoûte. Leurs muscles, ils sont tellement dessinés qu'ils ont eux-mêmes des muscles. Et on est super habitué à cette surenchère à ce moment-là. On en a bouffé du méchant qu'avait poussé à la salle. Du coup, sous cette forme-là en tout cas, Boubou, lui, c'est bébé, tout rond, tout mou. Et là, tu te dis, waouh, le gars, il est tellement balèze qu'il a même pas besoin de s'entraîner de rien du tout. Encore une fois, c'est une antithèse qui fonctionne parfaitement pour qu'on le trouve incompréhensible et imprévisible. Et j'en arrive donc au dernier truc qui marche très bien avec Boubou. C'est un peu lié à ce dont on vient de parler d'ailleurs au sujet de l'apparence. C'est son caractère enfantin. On apprendra plus tard que sous sa forme d'une suie pure, originelle, il n'est qu'instinct animal. Son évolution l'a fait passer à un stade plus avancé, on va dire, en termes de langage, mais émotionnellement, on a littéralement affaire à un gros bibou en couche-culotte. Il veut, il prend. Il ne semble, au moment de ses premières scènes en tout cas, on verra que ça se nuance fort ensuite, éprouver aucune empathie, n'avoir aucun mobile, sinon des pulsions immédiates, comme manger, ou des réponses à des vexations. Comme il est plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'ici, il peut détruire l'univers pour rien. Le tout avec un demi-sourire de Bouddha qui est très malaisant quand le gars torture des gens. Que de parfaits ingrédients pour construire un méchant excellent. Mais tu vas voir, il ne va pas le rester longtemps. Tu l'as compris, Boubou, c'est le chaos incarné. Donne le hocher de l'apocalypse à un gros bébé, tu peux être sûr que 10 secondes après, il n'y aura plus personne pour en parler. Mais d'où vient-il, nom d'un petit pimousse, me demanderas-tu, la truffe interloquée? Eh bien, figure-toi que Boubou, sous son air de gros poupon, aurait environ 5 millions d'années. Et ouais, des temps immémoriaux qu'on nous dit. C'est une sorte de force pure, primale, ancestrale, que Bibidi, puis son fils Babidi, qui en fait est son double et pas vraiment son fils, bon je te passe les détails, ont réussi à utiliser en découvrant comment le sceller, c'est-à-dire le contenir à un état d'hibernation. État que Boubou traversait déjà au naturel comme un cycle entre chaos absolu et accalmie, et qu'il retrouvera bien souvent ensuite en s'endormant à des moments cruciaux. Bref, note que Bibidi, Babidi et Bou, ça fait la chanson de la marraine la fée dans Cendrillon. Ça colle bien avec l'aspect magique et enfantin, moins avec ce que l'on va en faire. À quoi confronte-t-on cette force brute, ignorante de toute forme sociale? Eh bien au mal, et rien qu'au mal. Boubou s'est rempli de la méchanceté des êtres qu'il a rencontrés. Il est l'apocalypse car il renvoie à l'aveugle ce qu'il a absorbé de ce monde, comme un miroir en plein soleil finirait par tout brûler devant lui.
Bibidi et Babidi le réduisent à une forme d'esclavage. Ils ne peuvent que le sceller mais pas vraiment le maîtriser. Ils en ont peur et le condamnent à l'isolement le plus absolu. Il y a de quoi être un brin chiffon. Babidi le menace par ce chantage lorsqu'il le réveille afin de le forcer à lui obéir. Mais cela sera de courte durée. Babidi insulte Bou, abracadapouf, dead. Et voilà notre apocalyptique bébé libéré de toute entrave et impossible à sceller à nouveau. Ah là là, voilà, dis pas que l'humanité est encore dans de beaux draps. Mais en même temps, on ressuscite comme des fournées de petits pains à la Micaline dans cet univers. Donc bon, la fin du monde, oui, mais c'est relatif. Toujours est-il que le chaos est en roue libre, ça dégomme de la ville et du badaud, mais qu'est-ce qui pourra l'arrêter? Un enfant aveugle, un scandaleux menteur et un petit chien. Non, si. Mais attends, pause, rewind. Pour comprendre ça, il faut comprendre ce qui a causé la mutation de Majin Buu Junsu, l'animal pur, en Majin Buu Boubou. Tu as capté tout à l'heure qu'il a gobé des ennemis transformés en sucreries. Bon, eh bien c'est une des grandes caractéristiques de Boubou. Il absorbe ses ennemis. Soit il les tue de base, soit il les mange. Bon, voilà, j'ai failli dire normal, mais non, c'est mal. Soit il fusionne plus ou moins avec eux de deux manières, en les contraignant à l'intérieur pour puiser leur puissance. C'est ainsi que beaucoup seront libérés de l'intérieur de Boubou, à commencer par Boubou. Non mais j'avais prévenu pour les nœuds au cerveau, ne râlez pas. Soit il mute en une nouvelle version de lui-même, influencé par cette absorption. Et bim, en absorbant des caillots, mais ça va pas la tête, quelle idée de s'en aller bouffer des caillots peu cher. Non, Gachi, pas des caillots comme ça. Les caillots, K-A-I-O, ce sont des genres de dieux, du sud, de l'est, etc. Ce sont des sages, obstacles à Bibidi. Bon, eh ben, Boubou est devenu plus à même de communiquer déjà, même si c'est toujours pas une lumière à ce stade, vous en conviendrez. Et avec le dernier caillot, il prend ses rondeurs physiques, mais aussi mentales, puisque la bonté infinie de ce Dieu calme sa fureur et le rend plus placide, plus calme, plus doux. C'est comme quand Dark Willow absorbe le pouvoir des sorcières blanches dans Buffy et qu'elle est influencée par leur empathie. Exactement, mon pompon. Hop, un bon point et une fraise tagada pour toi. Boubou est arrogant. Il aime jouir de sa toute-puissance et inspirer la terreur. Mais c'est aussi ce qui le blesse. Retour à l'apocalypse qui s'annonce et à sa rencontre avec l'enfant aveugle. Boubou lui rend la vue, car l'enfant, sans le voir, ne peut pas le craindre. Mais lorsqu'il le voit, il ne lui manifeste que reconnaissance et amitié. C'est la première fois, tu sais. En même temps, c'est la première fois qu'il fait un truc cool aussi. On va pas trop le victimiser non plus, le bazar. Je rappelle qu'il vient de faire un maxi carnage juste avant. Mais bon, ça lui fait découvrir quelque chose de doux qu'on ne lui a jamais montré avant. Oui, il lui a rendu la vue. En plus du reste, le gars peut à peu près tout régénérer, à commencer par lui-même. C'est ce qui rend le sacrifice de Vegeta encore plus beau et tragique. L'explosion qu'il provoque en s'auto-détruisant en quelque sorte pour sauver le monde ne servira à rien, puisqu'on verra tous les petits bouts de Boubou se rassembler et se régénérer. Le machin est indestructible, je vous dis. Bref, brèche ouverte par l'enfant, c'est d'ailleurs un gros stéréotype ça, et c'est Monsieur Satan, l'homme qui ment à la planète entière en se faisant passer pour le sauveur de celle-ci, lors de la dernière apocalypse. En plus, il est pas sympa et tout, bref, on l'aime pas trop. Mais, comme c'est un méga bon manipulateur, il parvient à cacher à Boubou à quel point il fait des chapelets de petits paix à chaque fois que le Gugus bouge un doigt. Et il lui fait du bon manger.
Ah, bah le boubou, il est ravi. Aïe, Monsieur Satan, c'est son gars sûr. Vive la bromance. Là où ça devient un peu plus touchant, c'est que Satan est finalement le seul, en dehors de l'enfant aveugle, à voir l'humanité de Boubou, à croire qu'il peut être sauvé. Il le comprend en le voyant se lier d'amitié avec un petit chien horriblement mignon. À ce moment-là, Satan ne ment plus. Il croit en la bonté de Boubou et va devenir pour lui une sorte de figure paternelle, assurant son bien-être, mais aussi son éducation sur le bien et le mal. Boubou étant presque littéralement une éponge, il va devenir bon comme du bon pain. Écoutez, ces deux vilains-là qui se tirent vers le haut humainement grâce à un toutou et à du miam, moi, il m'en faut pas plus pour verser la larmichette. Voilà comment Boubou va se scinder en deux en voyant ses amis se faire agresser et devenir tout bon Boubou d'un côté et vilain tout vilain Boubou de l'autre. Heureusement qu'ils ont fait revenir le bon Boubou à la fin, parce que maintenant qu'on ne lui donne plus que de la peur à manger, c'est devenu une vraie guimauve. Alors, il y a un truc dont je crois je t'ai jamais parlé encore en sophro, et sur lequel je ne vais pas te faire un cours magistral aujourd'hui parce que ça mériterait un épisode à part entière, mais ce sont les degrés. En sophrologie, on classe les exercices, que ce soit les exercices de relaxation dynamique ou les exercices de sophronisation, par degrés en fonction en fait de ce sur quoi on va travailler à travers ces exercices. Pour le moment, pour les exercices de relaxation dynamique, je ne t'ai présenté que des exercices appartenant au premier degré. Dans le premier degré, on travaille sur l'écoute des ressentis au moment présent, à l'instant T. C'est-à-dire qu'on restaure un petit peu le lien avec son propre corps et ses émotions au moment même où on vit les choses. C'est très important et c'est la base pour commencer le travail. Les exercices dont je viens de te parler dans les derniers épisodes, donc l'exercice numéro 1 des mains, numéro 2 de la tête, numéro 3 des bras, numéro 4 des jambes et aujourd'hui numéro 5 de tout le corps, sont des exercices qui appartiennent au deuxième degré. Pourtant, on pourrait penser, vu leur nom, qu'il s'agit vraiment de se concentrer uniquement sur des ressentis corporels. Mais c'est un petit peu plus fin que ça. Les exercices du deuxième degré, on va passer un cap et on va plus seulement être dans le ressenti, mais on va être dans l'observation. C'est-à-dire que par l'observation, on commence déjà à arriver à une certaine projection. Déjà, on peut comparer la consistance de son corps ou des impressions de son corps, en tout cas, par rapport à un début d'accompagnement. Et puis, le deuxième degré, ça permet d'être en projection sur le futur, c'est-à-dire de se voir parvenir à faire des choses, se voir rempli, plein, dense, différemment pour avancer. On n'est plus seulement dans là, tout de suite, maintenant, comment je me sens. Or, dans le cas du personnage de Boubou, c'est un petit peu ça qu'il aurait fallu passer comme stade, puisque lui, il est très ressenti, primaire. Je suis vexée, j'ai faim, je veux, je prends, je suis ronchon, etc. Tout est un peu en réaction immédiate. Alors que la consistance même de son corps aurait été idéale pour qu'il prenne le temps d'observer tout ce qu'il a ingurgité, si j'ose dire, d'observer ce qui le compose, d'observer sa propre densité, de prendre conscience en réalité de sa puissance, mais aussi de sa bonté, de tout ce qui le compose. Or, Boubou, il est complètement ignorant de tout ça. Il ne s'est jamais observé autrement qu'à travers le regard des autres, c'est-à-dire avec de la peur. Et c'est la seule chose qu'il a réussi à générer, du coup. Par ailleurs, j'ai tout de suite pensé à ce personnage pour l'exercice numéro 5 de tout le corps à cause de la posture dans laquelle on le représente souvent, à savoir les deux bras en l'air et les deux petites jambes en l'air également, vraiment avec une petite posture bondissante et victorieuse. Et c'est un petit peu cette posture-là qu'on va adopter pour cet exercice.
que nous allons pratiquer ensemble, si tu le veux bien, mon pompon. C'est encore une fois un exercice qui se pratique assis. C'est un exercice de relaxation dynamique, tu l'auras compris. C'est donc accessible à toute personne étant capable de bouger ses membres supérieurs et inférieurs, puisque là, il va s'agir de mobiliser et les jambes et les bras. C'est un exercice qui va se pratiquer en 3 étapes. Lors de la première étape, il va falloir inspirer et placer ses bras à l'arrière de la tête, tu sais, les mains croisées derrière la tête et les coudes vers le haut, un petit peu comme quand on représente quelqu'un qui se prélasse au soleil, tu vois, avec les bras comme ça bien placés derrière la tête. Et en fait, on va venir tendre le corps, étirer le corps en bloquant la respiration, donc bien étirer les bras derrière la tête et tendre les jambes. Alors en tendant les jambes, tu feras comme la semaine dernière, fais bien attention à tes lombaires. Surtout que là, comme on mobilise aussi les bras, ça peut se tendre un petit peu fort. N'hésite pas du coup à avancer légèrement tes fessiers sur la chaise pour pouvoir avoir une posture un petit peu plus souple au niveau du dos, être un peu plus en diagonale, si on peut dire, moins être contrarié, on va dire, par le dossier de la chaise. Et si tu ne le sens pas, tu gardes bien tes pieds à plat au sol. C'est vraiment la première manière d'ailleurs dont on pratique cet exercice. On tend les jambes, mais on garde quand même le contact des talons avec le sol. Il y a des gens qui préfèrent tout de même lever un petit peu les jambes pour sentir encore plus cet étirement. Donc à toi d'ajuster en fonction de ce que tu sens et en fonction de ce qui te correspond le mieux. Donc pour ce premier enchaînement, on commence les bras derrière la tête, on s'étire et on revient en position initiale en soufflant. Le deuxième enchaînement, on va cette fois-ci tendre complètement les bras au-dessus de la tête. Et ce que j'aime bien utiliser moi comme comparaison, c'est les bras vraiment tendus, tu sais, un petit peu en V, comme pour faire le V de la victoire. Et cette fois-ci, en s'étirant, du coup, on va essayer vraiment de penser qu'on célèbre sa propre victoire en levant les bras en l'air, en levant les jambes, exactement dans la posture que Boubou adopte en permanence quand il est représenté. Et enfin, le dernier enchaînement, eh bien, ce sera à toi de choisir selon ce qui t'a parlé le plus, soit en démarrant avec les bras derrière la tête, les mains jointes derrière la tête, soit en démarrant avec les bras levés au-dessus de la tête à la manière de Boubou. Comme d'habitude, fais bien attention de te débarrasser de tout ce qui pourrait te gêner pendant cet exercice. Vérifie bien que tu as la place pour tendre et tes bras derrière la tête et les jambes devant toi. Reste bien évidemment concentré sur tes ressentis. C'est pas parce que c'est un exercice de 2e degré qu'on ne s'écoute plus, bien au contraire. Et reste également bien concentré sur le son de ma voix afin de suivre les consignes au fur et à mesure. Je te laisse t'installer confortablement sur ta chaise, prends le temps de trouver la bonne position, place tes pieds pour le moment à la largeur du bassin, bien posés contre le sol, essaye de trouver la bonne posture sur la chaise, peut-être pas trop contre le dossier pour pouvoir t'étirer facilement, tout dépend aussi de la taille de ton dossier. En tout cas, relâche bien ton dos contre le dossier, qu'il y soit complètement accoudé ou pas. Baisse tes épaules, relâche les bras le long de ton corps, pose tes mains sur tes cuisses, laisse la nuque souple, garde la tête dans l'alignement de la colonne. Et si tu es prêt, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Tu vas croiser tes mains derrière la tête et tendre tes jambes vers l'avant en inspirant par le nez. Étire doucement tout ton corps dans cette position en bloquant ta respiration. Reviens dans la position initiale en soufflant doucement par la bouche. Reprends ta respiration naturelle. Accueille les sensations de relâchement dans ton corps. Prends conscience de la densité de ton corps. On
va passer au deuxième enchaînement. Tends les bras au-dessus de la tête et tends tes jambes en inspirant par le nez. Étire tout ton corps dans cette position comme si tu faisais le V de la victoire en bloquant ta respiration. Et reprends ta position initiale en soufflant doucement par la bouche. Retrouve ta respiration normale. Perçois toute la victoire à l'intérieur de toi. Prends conscience de ta capacité à aller chercher cette victoire. Pour le dernier enchaînement, à toi de choisir comment tu veux commencer, les mains derrière la tête ou les bras dressés au-dessus de la tête. C'est à toi. Reprends ta respiration naturelle. Accueille l'ensemble des sensations dans tes membres, dans tout le corps. Et prends conscience de la puissance de ton métabolisme. L'exercice est à présent terminé. Tu peux ouvrir les yeux. J'espère que cet épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.